On se retrouve en direct de ce magnifique palais des festivals et des congrès à Cannes. Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous nous rejoignez, on ouvre une nouvelle page E-Live ensemble. E-Live, on va parler d'engagement. Alors, on est entre nous, entre gens de l'événementiel. Il continue de faire très beau ici. Alors, évidemment, on adore le moment, mais c'est ce qui fait que sur la terrasse, pour le public, c'est un peu plus compliqué. Donc, le public se tient à l'ombre et ils ont raison pour assister à E-Live. Et je sais que vous êtes plusieurs centaines à nous regarder aussi depuis chez vous. Je vous salue. Merci d'être avec nous. D'abord, vous pouvez intervenir quand vous voulez sur le chat. On va récupérer vos interventions, vos questions pour les intervenants qui vont venir jusqu'à 19 h parce qu'on a plusieurs séquences jusqu'à 19 h. Et puis pour ceux qui sont présents ici lors de Event Meetings, allez sur l'application Event Meetings et envoyez-nous vos questions, vos réactions. On les prendra au fil de l'eau avec Nathalie Guichard et Vincent Dumont que j'ai le plaisir d'accompagner encore pendant cette séquence. Maintenant, un nouveau champ de réflexion autour de l'engagement. Cette fois, comment rebooster l'engagement des publics. La quête de sens, c'est plébiscité par tous. Encore plus après ces mois de confinement, ça nous renvoie à des valeurs essentielles de cohésion, d'humanité, de partage de valeurs. De nous engager, de retrouver peut-être le sens que nous cherchons les uns et les autres, et nous pouvons accompagner les entreprises pour que leurs collaborateurs puissent adhérer encore plus au sens et puis aux raisons d'être, aux raisons de faire de beaucoup d'entreprises. On a assisté à un... Depuis quelque temps, on se repose la question de savoir si c'était finalement comme rideau de fumée ou si, au contraire, cette solidarité va perdurer. Le télétravail n'aidant pas forcément, et pour autant, malgré cette perte de contact, plus que jamais, l'engagement est essentiel. Alors, on va peut-être parler de désengagement aussi, de repli sur soi. Ce sont les questions que l'on va poser. Comment recréer le ciment de la relation avec tous les invités qui vont venir nous rejoindre. Je voudrais commencer par un invité exceptionnel qui est avec nous. À travers ce témoignage, il va nous livrer son regard, un regard très particulier. Écoutez, Serge Papin, il a été le PDG du groupe coopératif Système U et depuis, il conseille des grandes entreprises et surtout, il s'engage. Mais quelle est sa vision de l'engagement? C'est ce qu'il partage avec nous maintenant. L'attente, justement, des consommateurs trait d'union citoyens, c'est l'engagement des entreprises. Parce qu'ils sont évidemment bien conscients que ce n'est pas les exécutifs des gouvernements, malheureusement, qui vont changer les choses. Et on voit bien que c'est la société civile, reprise par ces entreprises, qui va pouvoir changer les choses petit à petit. Et ces attentes doivent se traduire dans une espèce de réconciliation, hein, et non plus dans le rapport de force, parce que souvent, c'était un peu la loi du plus fort qui dominait dans les entreprises, écrase l'autre, etc., dans le secteur économique. Eh bien là, non. Finalement, les attentes, c'est plutôt de la médiation, si on peut dire. Je parlais de réconciliation, la réconciliation entre la raison d'être des entreprises qui conjugue le projet économique avec l'intérêt général. Ça, c'est la raison d'être. Et évidemment, c'est directement lié à la raison d'y être des collaborateurs qui vont trouver le sens. Et on voit bien que les jeunes générations, notamment, ne sont pas prêts à s'engager pour des entreprises, par exemple, qui auraient une réputation climaticide. Hein. Là aussi un mot nouveau. Et tout ça fera probablement la raison d'y venir des clients, qui eux adhéreront non seulement au projet économique, mais à un système de valeurs. Ben, écoutez, le média événement, il a toute son importance. Parce que le projet, l'ambition, la résilience voulant dire l'adaptation au contexte, hein, il a besoin d'être partagé. Alors il faudra bien sûr des plans d'action. Ces plans d'action, il faut les partager au plus grand nombre, faire appel à l'intelligence collective. Là aussi, c'est plus le monde des sachants qui était descendant, mais l'événement, il rassemble toutes les forces de l'entreprise et il permet à un moment de poser les valises et ce collectif-là, de le rendre en pleine conscience de ce qu'il est, plus fort, ensemble. Ça veut dire que probablement, compte tenu des problèmes imaginés, sans doute qu'on puisse faire du physique
mais différemment, en respectant les distances sociales. Et puis c'est peut-être plus l'époque où on faisait des fêtes, ça va plus être du partage. Et puis il faudra sans doute mettre en place des méthodes qui sont en plateforme, du digital. Mais ce qui est important, c'est que l'événement, il soit le marqueur d'un nouveau départ et qu'il soit aussi le marqueur des avancées qui seront faites, où on va vers un futur souhaitable ensemble. Et donc ça, il y a les... Serge Papin nous apporte un joli regard sur ces questions, mais on va aller encore plus loin avec nos invités. Je vous l'ai dit, on est ensemble jusqu'à 19 h avec différents plateaux, différents intervenants, différents témoignages. Restez avec nous, posez vos questions sur le chat, posez vos questions sur l'appli Even Meeting si vous voulez bien. La question aujourd'hui, c'est réembarquer tout le monde en communication interne dans les entreprises, mais comment aussi réembarquer ses clients, ses communautés à travers la communication externe. J'ai un début de réponse, mesdames et messieurs. Les professionnels de l'événementiel sont là pour ça, faites-leur confiance. Les questions vont être posées à Vincent Dumont. Il reçoit pour le coup des acteurs emblématiques, des acteurs dans nos professions. Jean-François Laforge, Franck Boucher et Thomas Piquerel sont autour de Vincent Dumont. Merci Nicolas. Vous avez des petits panoramas devant vous, vous pouvez les mettre, même si le soleil est en train de baisser doucement sur Cannes. Ça va beaucoup mieux qu'en début d'après-midi. Jean-François Laforge, bonjour, vous êtes directeur marque et communication commerciale de Michelin. Vous avez écouté, je voyais écouter attentivement Serge Papin, la raison d'être, la raison d'y être, la raison d'y venir, cette philosophie de l'engagement. Alors, moi, j'ai le sentiment que vous ne suivez pas cette tendance du tout. Vous l'avez devancée et anticipée chez Michelin. Qu'est-ce qu'anime Michelin aujourd'hui ? Justement, c'est sa raison d'être. Alors, cette raison d'être, on l'a formalisée il y a une dizaine d'années, mais en fait, ça fait 130 ans qu'elle anime l'entreprise, à savoir emmener les gens partout où ils ont besoin et envie d'être, par tous les moyens possibles. Donc, les 50 dernières années ont été marquées par le formidable du radial. Donc on pense à Michelin en termes de pneus auto, mais Michelin c'est la promotion de l'aérien, c'est toutes sortes de solutions qui ont jalonné le XXe siècle et qui commencent à marquer le XXIe siècle. Mais cet engagement, comment on le fait connaître? Comment on véhicule ces valeurs? Là pour le coup on n'est pas très... On fait un peu feu de tout bois. L'important c'est de le faire bien, même si c'est de le faire bien, c'est de le faire bien et d'oublier personne. C'est-à-dire bien sûr le grand public, mais aussi être présent auprès des instances gouvernementales et non gouvernementales, comme un acteur crédible pour participer à l'identification de nouvelles. Et puis, bien sûr, auprès de partenaires dans des contextes renouvelés, comme Moving On, par exemple. C'est quoi, Moving On ? Alors, Moving On, c'est un écosystème dédié à la mobilité de demain. Waouh. Donc, il y avait... C'est ambitieux, tout ça. Oui, c'est énorme. C'est juste énorme. En fait, c'est la d'un concept qui s'appelait le Michelin Challenge Bibendum. Et pour traduire notre intention de laisser plus de place aux partenaires, on a retiré notre nom de ce concept et invité de très nombreux acteurs à venir nous rejoindre pour travailler sur les solutions de mobilité de demain. Donc Moving On, c'est un écosystème. Il y a un événement qui se tient à Montréal depuis 3 ans. Et puis tout au long de l'année, c'est des sessions, des labs pour faire avancer ce projet, faire avancer les réflexions. On va y revenir tout à l'heure parce que bien sûr, on va parler événements, parce que quand on parle engagement, il faut à un moment se rencontrer. Mais j'aimerais me tourner vers Thomas Piquerel. Thomas, vous êtes directeur communication et engagement d'AXA. Les assureurs, ils n'ont pas eu bonne presse quand même ces derniers mois. Moi, je me rappelle avoir entendu parler d'AXA, pas forcément dans des termes très élogieux. Comment vous avez vécu cette période ? Merci de garder les questions bienveillantes pour les assureurs. Oui, enfin, la bienveillance n'empêche pas la pertinence plus. Non, effectivement, pendant la crise, vous faites référence au problème des pertes d'exploitation pour les restaurateurs. Et en fait, le problème, il vient, mais c'est un vieux problème de l'assurance. Lorsqu'on regarde les contrats d'assurance, sur certains contrats, la plupart, c'était très clair que la pandémie n'était pas assurée et qu'elle n'était pas assurable. Sur d'autres, c'était clair qu'elle était comprise et on a payé ce qu'on devait. Et puis d'autres, il y a eu des discussions, des flous. Malheureusement, des fois, ça allait jusqu'en justice, mais il y a aussi beaucoup de fois où on a discuté avec les restaurateurs et on a trouvé des accords. Donc ça, c'est un grand enseignement pour nous, c'est que malheureusement, il faut qu'on soit encore
avec tous nos clients, et avec des contrats juridiques comme ça, c'est pas simple. Et puis les deux choses tristes, c'est que AXA, c'est probablement une des entreprises qui a le plus investi en France et dans le monde pour la reprise après le Covid, qui a le plus participé financièrement avec ses équipes, et que malheureusement on l'oublie. C'est un peu un paradoxe qui vous est arrivé, parce qu'à côté de ça, c'est un groupe qui engage beaucoup auprès de ses parties prenantes. Oui, bah c'est un groupe, c'est un des premiers assureurs mondiaux, c'est un groupe qui est jeune, c'est un groupe qui est à une trentaine d'années, on l'oublie. Et en fait, l'assurance, c'est un business à part parce qu'on doit être très proche de nos clients. On assure beaucoup d'événementiels et ça nous a beaucoup impacté puisque des très grands événements ont été annulés dont on est assureur. On doit aussi être proche des gouvernements parce que tout ça, c'est une chaîne collective et qu'en fait, on est au milieu, on orchestre beaucoup de choses. Mais si on rebondit un petit peu sur ce que disait Serge Papin en introduction, c'est quoi finalement votre rôle aujourd'hui, aussi bien sociétal que vis-à-vis de vos collaborateurs? Pourquoi vous travaillez chez AXA aujourd'hui? Alors, il y a peu de gens, où il faut vraiment présenter, qui rêvent de devenir assureur. Hein, quand on est petit, autant on adore les voitures ou une marque magnifique comme Michelin. C'est vrai que moi j'ai préféré faire de l'événement, je vous le cache. Voilà. Ben moi j'ai deux amours, j'ai l'assurance et l'événementiel. Parce que l'assurance a une image de business financier. Des gens qui en accompagnent d'autres, qui accompagnent des grands blessés, qui accompagnent des risques sur l'entreprise, qui accompagnent des fusées. Et moi ce que j'ai envie de faire comprendre, c'est si vous voulez changer la société sur une entreprise qui ne fait pas de mal, puisqu'elle ne pollue pas, qu'elle essaie de faire progresser la société. Vous voulez changer la société dans une société qui a le pouvoir et les leviers de la faire changer, il faut venir chez AXA. On va en reparler après sur les actions que vous mettez en place les uns et les autres, mais j'aimerais qu'on se tourne vers vous, Franck Boucher. Vous êtes directeur de l'attractivité de Paris La Défense. Le quartier de La Défense, juste deux chiffres, 700 entreprises, 180 000 salariés. Le quasiment tout éteint. Comment on vit ça? Comment on vit ça? Sur le coup, pas de sidération, pas de barbiturique. C'est plus tard. C'est quand j'ai été physiquement sur place et qu'un quartier où il rentre 40 000 personnes, il sort, 40 000 personnes simplement de la gare de l'Est une heure et qu'on passe à 600 personnes. Quand on a 60 millions de consommateurs qui viennent aux 4 temps et qu'on en a un millier qui vont chez Auchan faire leurs courses. Là, il y a de la sidération. Sur le coup, le temps a été plutôt à l'action. On avait mis en place notre plan de continuation de l'activité. On est quartier d'affaires important, le premier quartier d'affaires d'Europe. On a 15 sièges sociaux des 50 plus grandes entreprises mondiales. Donc, on ne ferme pas un quartier comme ça sans prendre quelques précautions. Donc, le plan de continuation de l'activité a été mis en place. Et puis, on a, comme tout le monde, découvert des problèmes sociaux, en particulier. La défense, c'est le symbole du capitalisme. Ces tours magnifiques, quasiment phalliques. Et puis, le ventre de la défense où vivent tout un tas de gens. Et tous ces gens, d'un seul coup, ils se sont retrouvés privés d'eau potable. Mais des choses aussi simples que ça. Parce que tous les commerces avaient été fermés, des restaurants, puis personne ne leur donnait à manger et qu'il a fallu gérer ça. Ça a été aussi une de nos premières actions. Parce que vous disiez effectivement, c'est le premier quartier d'affaires européen. Vous êtes un modèle pour beaucoup de pays. Mais au-delà de cette taille, comment on fait pour être attractif? Comment on fait finalement pour que les entreprises sur un quartier comme ça aient envie de venir? Alors, on est le premier quartier d'affaires européen en taille et d'après EY, on est le quatrième quartier d'affaires le plus attractif au monde. Ça nous donne un certain nombre de responsabilités, mais ça nous a aussi montré nos limites. Le quartier d'affaires était considéré exclusivement comme un quartier d'affaires. Je caricature, mais dans les années 80, 90, la Défense, c'était des gars en costume gris qui perdaient leurs cheveux, qui rentraient à 8h, qui sortaient à 17h et qui faisaient la gueule. On s'est aperçu que ce n'était pas suffisant pour attirer les entreprises maintenant. Et donc on fait quoi? Maintenant, un broker, quand il rencontre une entreprise qui doit venir à la Défense, il a en face de lui, certes, le directeur financier, certes, le directeur immobilier, qui font leur ratio, tant de collaborateurs, tant d'espace. Mais on a en plus en face de nous maintenant le DRH. Et le DRH, lui, sa préoccupation, c'est de pouvoir recruter et de faire venir les salariés à la Défense. Et donc, il a fallu transformer le territoire. Et alors, vous faites quoi? Eh bien, on fait de l'événementiel. Non. Et c'est pour ça que je suis là. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou. On a participé, on a mis en place un certain nombre d'événements pour transformer. Donnez-moi un ou deux exemples de ce que vous avez Un exemple qu'on travaille avec la personne qui m'a fait venir ici, qu'on a travaillé, MoMA Event, avec Michel Rivet qui est dans la salle, enfin sur cette magnifique terrasse, qui s'appelle Garden Parvis, qui a Garden Parvis.
près de 400 000 personnes sur le parvis autour de la musique, de la danse, de la fête, de la consommation d'une bière, de l'afterwork, bref, des choses qu'on ne trouvait pas à la Défense. Et ça, c'est un outil profond de transformation du territoire. Là, en mi-septembre, je touche du bois si le directeur de cabinet du préfet ne me change. Je fais Urban Week. Urban Week, avec une autre agence présente ici. Urban Week, c'est un festival de street art et de sport urbain qui a lieu pendant 8 jours et qui est absolument magnifique. L'année dernière, on fait un concert de 10 000 personnes. Alors cette année, on a dû annuler tous les événements musicaux, évidemment. Tous ces exemples d'événements, c'est pour une façon de montrer que le territoire se transforme et séduire ces nouvelles générations qui viennent à la Défense sur d'autres choses. Je parle fête, je parle événements, mais on le fait aussi sur des choses plus RSE. On a lancé avec les entreprises, c'est Allianz qui en a pris le lead, la défense des aliments qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Une des choses qu'on a fait. Beaucoup d'initiatives. On va parler un petit peu d'avenir. Tout à l'heure, j'aimerais me retourner vers vous, Thomas Piquerel. Quand on engage à un moment, il faut partager, il faut se voir. Qu'est-ce qui est fait chez Michelin en termes de rencontres? Est-ce que l'événementiel est un levier d'engagement pour vous? Oui, naturellement. Ne me dites pas non, parce que ouais, j'aimerais pas. On ne peut pas dire non, c'est sûr. Et on en a... Je crois que le manque, enfin l'absence d'événements nous fait prendre conscience du besoin auquel ça répond et on essaie désespérément de trouver des solutions palliatives ou des substituts en tout cas. Mais oui, l'événement pour nous, c'est bien sûr des comme toute grande entreprise, on a besoin de rassembler les collaborateurs éparpillés au travers le monde régulièrement. C'est aussi des engagements comme corporate, comme Moving On. Et puis, naturellement, c'est aussi des lancements de produits ou des salons. Voilà. Ça change la donne. Alors oui, en ce moment, bien sûr que cela change. C'est que chez Michelin, les choses pourraient bouger durablement ou pas. Il y aura un retour finalement comme avant. Non, les choses, elles vont... on pourra refaire certainement dans quelques temps, et on l'espère, les choses qu'on aimait tant faire, mais il y a des choses qu'on ne fera plus exactement de la même manière. Qu'est-ce qui va bouger pour vous? Ce qui est sûr, c'est que quand on aura fait la preuve qu'on avait des solutions digitales qui parfois étaient créatrices d'opportunités, on va les reprendre, c'est certain. Ouais. On s'est rendu compte en interne qu'il y avait des sessions qui d'habitude se faisaient live, que là, on pouvait faire de manière digitale, donc c'est l'occasion d'en faire plus souvent, par exemple. Ouais. Vous prenez finalement, mais sans la rencontre. Oui, mais pour le temps qui nous occupe, parce qu'il est évident qu'il faut que les gens se retrouvent à un moment ou à un autre. Surtout que vous avez des cibles internationales également. Il y a ce point peut-être également où le digital peut-être facilite un peu les choses. Oui, et effectivement, en ce moment, le prochain lancement va être digital, ce qui est une grande première pour nous. Mais en même temps, j'ai dit aux équipes que c'était une formidable opportunité de tester. Vous n'avez pas encore inventé le pneu digital? Non, pas encore. Mais le pneu à impression 3D, c'est pas une option négligeable. On peut y réfléchir. Non, mais c'est une solution du moment. Des expériences qui nous amèneront des trucs, mais c'est évident que on refera des lancements de produits traditionnels avec des gens physiquement sur place, des voitures, des sensations, voilà. Quelle est la place de l'événementiel chez AXA? C'est une place centrale, mais je ne vais pas prêcher des convaincus. Un métier que les gens comprennent mal, on a besoin de les rencontrer pour leur expliquer. On ne peut pas le faire par newsletter. Pour convaincre des audiences externes, il faut d'abord convaincre ses propres troupes, et donc il faut les rassembler. Après, moi, je suis persuadé que l'événementiel reviendra, physique reviendra très fort. La vraie problématique aujourd'hui, à mon avis, le le diffuser de façon digitale, on l'a toujours fait, on continuera, c'est d'être seul devant son PC. Voilà. Pour moi, le vrai problème, il est là. C'est comment on change la personne seule devant son PC. Alors, on étudie l'hybride. Heureusement, j'ai une agence très innovante avec qui on le faisait déjà il y a 10 ans, on cherche des solutions. Mais sortir le collaborateur de seul devant son PC ou son smartphone, c'est ça. Vous avez testé des solutions, justement? Oui, des solutions de multiplex à 15 000 personnes. Malheureusement, à l'époque, je pouvais réunir tout le monde ensemble. Aujourd'hui, il faut peut-être que je relie 1200 points dans le monde avec 5 ou 10 personnes. Donc ça pose des problèmes de logistique, de latence sur les streamings, plein de choses très techniques. Mais à mon avis, c'est la solution en attendant que le full physique revienne.
Concrètement, pour qu'on comprenne bien, votre idée, c'est que vous réunissiez finalement des gens à 10, 20, 50 À ce pour, que me permet la pour vivre, réglementation, voilà, à ce que ouais. me permet la réglementation locale, les règles sanitaires du groupe qui sont extrêmement prudentes et très justifiées, mais de sortir de voilà l'événementiel, c'est à partir du moment où c'est un peu exceptionnel et on ne peut pas être dans un moment exceptionnel tout seul. C'est une belle approche. Vous sentez que les lignes bougent quand même, qu'il y a des choses qui ne se feront plus comme avant, ou qui vont, ou peut-être des idées que vous avez eues où vous dites finalement, je vais la faire durer dans le temps parce qu'elle est chouette. Oui, durer dans le temps, oui, mais comme toutes les technos et tout ce que ça change, c'est-à-dire que ça s'empile. Je veux dire, la newsletter n'a pas tué le papier, les applis n'ont pas tué les newsletters, et la période qu'on vit là, même si on espère tous qu'elle va se finir le plus rapidement possible, aura amené d'autres solutions qui vont perdurer, mais qui ne remplaceront jamais, alors peut-être pas la poignée de main, ça elle est peut-être vraiment morte, mais être ensemble, non. Vous êtes l'un et l'autre, et puis on va reparler de la défense après, vous êtes l'un et l'autre annonceurs majeurs en France. Vous pensez que vos budgets vont rester comme ils étaient, ou on peut s'attendre à des diminutions des budgets? On est entre nous, hein. On se dit les choses, hein, on va être direct. Nous, on est une entreprise prudente. Prudente, mais... La réponse est prudente. Hein. Non, oui, mais prudente et en même temps ambitieuse et déterminée à participer à la reprise de l'activité. Donc, dès que ça a été possible, dans les pays où c'était possible, on a redémarré les activités avec toutes les conditions qu'il faut et on fera la même chose pour nos opérations de communication. Pas de l'événementiel, mais dans quelques jours, on va revoir Michelin en télévision, par exemple. Voilà. Mais ça reste de la communication. Ça reste de la communication. Et encore une fois, on est prudent, mais déterminé à participer à ce redémarrage nécessaire. Chaque ça. Non, mais moi je trouve que, il faut toujours adapter ses budgets à l'entreprise. Il n'y a pas de tabou à les baisser quand il faut les baisser ou à changer les investissements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne coupe pas les robinets parce qu'une marque, c'est comme la confiance, c'est dur de la construire et c'est très facile de la perdre. Donc, en tout cas, qu'il y ait des ajustements budgétaires, c'est sans doute possible, normal, et voilà, mais pas en tout cas quelque chose qui empêche une reprise globale de la com et de l'événementiel. Quels sont les projets là, court, moyen terme à la Défense? Faites-nous rêver un petit peu. Qu'est-ce qui ferait qu'on aurait envie d'aller installer notre entreprise là-bas dans les prochains mois? C'est une bonne question. Merci. Ça fait partie des questions dont on avait parlé tout à l'heure qui n'étaient pas prévues. Non, il y a énormément de projets qui se sont lancés à la Défense cet été et une des choses qu'on a voulu montrer nous pendant le confinement, c'est que ça ne s'arrêtait pas. On a lancé The Link, le futur siège social de Total, une double tour qui remplit des critères en matière de développement durable absolument exceptionnels. C'est un milliard d'euros. Nous avons également lancé un projet, on a fait une conférence digitale de presse d'aménagement de notre sous-dalle. Il y a dans la Défense tout un tas d'espaces qui ne sont pas aménagés, qui sont sous la dalle, et notamment un espace qui est absolument hallucinant, qui fait 20 000 m², qui s'appelle Cathédrale dans notre langage de code, et qu'on va aménager un peu dans ce qui se fait à Montréal, pour ceux qui connaissent, de passage sous la ville. Mais attendez. Et ça, c'est 60 millions d'euros que l'établissement investit cette année. Je me pose quand même une question. Vous parlez d'espace à réaménager, mais avec le télétravail, c'est des millions de mètres carrés que vous allez avoir à réaménager. Nous allons avoir pas mal de disponibilités dans les mois qui viennent, mais c'est des disponibilités que nous avions anticipées. On livre pratiquement 500 000 m² nouveaux dans les prochaines années. Ça, c'est clair. On va avoir des mètres carrés et mathématiquement, ce qu'on appelle notre taux de disponibilité va évoluer. Mais ça veut dire quoi? Peut-être des nouveaux usages à inventer? Mais moi, je ne crois pas à la fin du bureau. Je suis toujours effaré du discours médiatique ambiant. Tout d'un coup, on découvre le télétravail. Alors nous, à l'établissement public Paris La Défense, ça faisait 3 ans qu'on avait un accord de télétravail qui nous permettait de faire 1 journée, voire 2 journées par semaine de télétravail. Un établissement public, quand même. Je ne crois pas à la fin du bureau. Je crois plutôt que les entreprises vont se resserrer sur leurs sièges sociaux. Et que ces sièges sociaux, ces nouveaux bureaux, vont être des lieux de rencontre, de création, où il va se passer des événements. On voit des grands espaces se créer dans les tours. Et une des forces de la Défense par rapport à un certain nombre de quartiers d'affaires, QCA à Paris, le quartier des Champs-Élysées pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, on est dans l'haussmannien. C'est beaucoup plus facile de créer du flexible, de faire de l'événementiel dans une tour avec un plateau qui est complètement libre que dans un immeuble classé du 8e arrondissement. Donc je crois qu'au contraire, notre modèle a beaucoup d'avenir. Ça m'a
un champ que je n'avais pas prévu de partager avec vous, mais c'est pas grave. On pourrait imaginer chez AXA ou chez Michelin demain que vos lieux de travail deviennent aussi des lieux d'événements. C'est-à-dire qu'on ait peut-être moins besoin d'aller sur des lieux externes et finalement vous auriez les espaces pour créer des choses. Nous, c'est le cas. À des centaines d'événements sur site, de toute taille, organisés par beaucoup de directions. Et je suis entièrement d'accord avec vous, les méthodes de travail ont changé depuis plusieurs années. Là, ça les accélère fortement. Et l'enjeu, c'est que le lieu de travail devienne un lieu où on a envie d'aller absolument exceptionnel et pas seulement un bureau. Mais je ne crois pas du tout à la fin du bureau, et je ne l'espère pas d'ailleurs. Mais de l'usage, non? Finalement, ça devient un lieu où on se rencontre, on crée de la relation, et moins un lieu où on produit, non? Oui, mais c'est vrai aussi que nous, on utilise nos circuits pour faire des lancements, on utilise notre musée à Clermont-Ferrand pour aussi faire des événements. Après, je crois que la nouveauté participe aussi de l'attractivité, quoi. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Voilà. Et sur la créativité, ouais, on a commencé aussi, même à Clermont-Ferrand, à faire tomber les cloisons et à imaginer des espaces collaboratifs en fonction de la nature des activités des équipes qui étaient rassemblées là. Super. Moi, j'aimerais juste peut-être vous poser la même question à tous les trois en conclusion. On voit, il y a beaucoup de transformations, beaucoup d'évolutions. Vous avez beaucoup de public à engager, hein, interne, B2B, on a très peu parlé de l'externe, mais s'il y a une chose majeure que vous pourriez attendre des acteurs de l'événement, et entre autres des agences, demain, ça serait quoi? La majeure, une chacun. Alors moi, elle est purement conjoncturelle, que vous mobilisiez pour que les règles arrêtent de changer et que je puisse faire des événements sans difficulté sur l'Esplanade et le Paris de la Défense. Alors ça c'est pas la filière qui change, hein, vous l'avez bien compris. D'ailleurs, Bertrand l'a dit en introduction, une des grosses difficultés aujourd'hui, de pouvoir avoir de la constance dans ce qu'on peut faire ou pas faire. Thomas? C'est difficile à dire. Peut-être qu'on a vu dans la crise, il y a un enseignement, c'est que les corps de métier les plus structurés, les plus fédérés, s'en étaient le mieux sortis. Et en fait, l'événementiel a commencé à faire ça, mais par rapport à d'autres professions, voilà, il y a un moment où il faut être très collectif. Et en fait, voilà, on est dans un monde où les risques sont tellement croisés, où ça va tellement vite. Je dirais, voilà, c'est le moment de se fédérer absolument, parce que les grands annonceurs ont absolument besoin du secteur de l'événementiel, et le contraire est vrai aussi. Donc, le collectif. Le collectif. Ouais. Jean-François. Pour moi, l'événementiel, c'est vraiment le territoire de l'émotion, et donc plus encore que pour d'autres disciplines de communication, c'est de la créativité, quoi. Être capable de se renouveler, de surprendre, pour laisser aux gens des souvenirs uniques. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on nous demande depuis très longtemps. Oui, mais je pense que quel que soit le contexte, c'est-à-dire oui, on a un passage difficile, sanitaire, là, mais l'effet à produire, il est toujours le même. Donc c'est des contraintes autres, mais l'effet à produire, c'est celui-là. Merci, messieurs. Merci pour cet échange. Merci Vincent Dumont, merci. Messieurs, restez avec moi un instant d'ailleurs, parce que on va continuer avec les autres intervenants qui nous rejoignent sur live. D'abord, je voulais vous remercier parce que on a beaucoup de réactions qui nous arrivent sur le chat, sur l'application, de gens qui vous remercient de leur apporter de l'énergie, de l'optimisme. Donc ça fait du bien aussi aux gens de la filière de vous entendre et d'entendre des annonceurs nous parler comme vous le faites. Merci beaucoup pour ça. Je voudrais que l'on enchaîne avec une autre rencontre. On va parler évidemment d'engagement avec un secteur qui est tout aussi bousculé, c'est le secteur hôtelier. Je vais vous parler de Relais et Châteaux particulièrement. C'est une association loi 1901 de droit français d'hôtels, de restaurants de luxe indépendants qui regroupe 560 membres dans 70 pays, sur les 5 continents. Mais plus qu'une entreprise, c'est une communauté qu'il faut animer. Et vous imaginez bien que pendant cette période, ça a dû être très complexe à animer cette jolie communauté, notamment pour retrouver l'espoir de lendemain meilleur dans ce secteur sinistré. On a voulu poser quelques questions justement sur ce partage d'expérience à Anthony Torkington. Il répond à Nathalie Guichard. Et oui, Anthony Torkington, êtes-vous bien avec nous en direct ? Je suis bien avec vous. Bonjour à tous. Super, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors, Anthony Torkington, on le sait, l'hôtellerie est l'un des secteurs les plus durement touchés. Alors, jusqu'où l'impact de cette crise peut-il aller, d'après vous ? Et surtout, est-ce qu'il va être durable ? Oui, je pense d'abord de faire un peu de tour d'horizon. Où est-ce que nous en sommes et où nos membres ont été ? Au mois de janvier, on fonctionnait normalement dans nos 560 maisons.
qui allait arriver. On est rentré dans ce confinement. Et ensuite, le mois d'avril, les membres sont rentrés dans cette phase un peu déprimée, ne sachant pas où on allait. Qu'est-ce que ça allait donner? Est-ce qu'une saison estivale pour l'hémisphère nord allait avoir lieu ou pas? Et donc, petit à petit, on est sorti de confinement dans l'hémisphère nord et on a vu le mois d'août qui était plutôt bon, parfois très bon. Dans l'hémisphère sud, on a les maisons en Amérique du Sud, Afrique, c'est très compliqué, en Inde également, et il y a notamment aussi les îles, les grandes villes qui souffrent toujours, la Californie également. Mais on voit que 95% de nos maisons étaient fermées au pic de la crise, 80% ont réouvert pour l'été. Et on avait cette saison estivale qu'on n'imaginait peut-être pas, on n'attendait pas à avoir quelque chose aussi bien. Et aujourd'hui? Maintenant, aujourd'hui, on voit que depuis le week-end dernier, les choses ont énormément ralenti. Il y a beaucoup d'inquiétudes pour les mois de septembre, octobre, novembre. Donc je pense que c'est l'inquiétude qui règne. L'hiver va être long. Beaucoup de questions qui se posent avec cette clientèle internationale qui ne voyage pas ou très peu. La clientèle également de séminaires, de réunions qui voyage beaucoup moins. Donc l'hiver risque d'être un peu rude. L'hiver, et donc vous prévoyez reprise potentielle en 2021? Il n'y a pas de boule de cristal. Je pense qu'il faut on doit être lucide là-dessus. On espère que, oui, à partir d'avril de l'année prochaine, les choses iront mieux selon ce qui se passe avec le virus, avec le vaccin, avec tout le reste. Mais je pense qu'il faut rester très agile, très flexible, être prêt pour passer un hiver un peu difficile et imaginer des meilleures choses. La flexibilité, un mot qui nous parle énormément dans l'événementiel. Alors, on le disait en introduction, chez Relais et Château, au-delà d'être une entreprise, c'est surtout une communauté à engager. Alors, comment avez-vous fait pour maintenir le lien et surtout pour maintenir l'engagement de votre communauté ? Effectivement, on est une grande famille, 560 membres, donc plus de 60 pays, donc beaucoup de cultures différentes, mentalités différentes. Donc déjà en temps normal, fédérer et faire engager tous ces membres-là, c'est quelque chose de sympa, un beau challenge. On est vraiment dans une diversité. Souvent on pense à Relais et Château, on pense français, on pense le château. Châteaux en France, nous avons également des châteaux dans d'autres pays, mais on a aussi des ryokan au Japon, des lodges en Afrique du Sud, des ranchs aux États-Unis. On a même des bateaux chez Relais et Châteaux et 150 de nos membres sont en France, donc vous voyez ce sont 180, la majorité sont à l'international. Donc on a des maisons qui sont en quelque sorte la porte d'entrée dans une région avec des valeurs fortes, des valeurs communes de convivialité, d'authenticité, de l'hospitalité, la préservation des patrimoines, la préservation des cultures, de l'environnement. Et ça, vous pensez que ça reste important aujourd'hui ? Je pense que c'est plus important que jamais. Même dans un cas de crise. On doit être une phare, chaque maison doit être une phare dans une région. Le client qui rentre dans cette maison doit comprendre où il est quand il regarde son assiette, quand il regarde l'architecture, quand les équipes lui parlent. Encore plus qu'avant, je pense que le client aujourd'hui, il veut apprendre, il veut découvrir. Et post-Covid, ça paraît encore plus important qu'avant. Et vous, cet engagement justement de votre communauté sur toutes ces valeurs-là, est-ce qu'il n'y a pas un peu de déperdition peut-être, ou de personnes qui se posent des questions sur se réinventer différemment par rapport à leur modèle? Est-ce que l'hôtellerie sera toujours de l'hôtellerie ou est-ce que ça veut dire des espaces qui pourraient accueillir d'autres types de morphologie, des espaces de travail ou autres? Est-ce que ça se pense? Je pense que d'abord, on s'assure et on veille à ce que nos membres ont ces valeurs et qu'ils les partagent et qu'ils aient envie de les partager avec leurs clients, avec leurs équipes et entre nous-mêmes. Mais il est évident qu'il y a une évolution qui est en train de se faire par rapport aux attentes des clients. Et je dirais, les produits de demain sont un peu différents. Mais à la base, vous allez dans un Relais et Château qui est une maison en moyenne 30 chambres. C'est la taille moyenne d'un Relais et Château. Il y a des espaces. On n'est généralement pas dans les villes. On est dans la campagne. On est dans des endroits où il y a beaucoup d'espace. Donc nous avons cette chance d'avoir des produits très adaptés à la situation actuelle, mais il faut toujours innover, se réinventer, trouver des nouvelles solutions. Eh bien justement, j'y viens parce que vous qui avez une vision mondiale de l'hospitality, est-ce que vous avez vu des choses émerger dans d'autres pays, en tout cas des très bonnes idées pour votre secteur de l'hôtellerie pour se réinventer? Oui, juste avant de se parler de ça, je pense que c'est important que pendant cette crise, on n'a jamais autant vu nos membres. On appelle un adhérent Relais et Château un membre. On les voyait avant 2-3 fois par an lors d'un congrès international où on les rassemblait à Londres l'année dernière au mois de novembre, un grand événement, 800 personnes, 70% des membres qui étaient présents. On les voyait lors des réunions de délégation parce que chaque membre fait
délégations, il y en a 21 dans le monde. Mhm. Donc, on voyait nos membres 3 fois par an, parfois un peu plus lors d'autres événements qu'on organise. Pendant la période de mars à juin, on les a jamais autant vus. Et ça, c'est fabuleux. Et on a vraiment senti cette nécessité pour eux d'être entre membres, échanger, parler de leurs difficultés, parler de leurs challenges. Donc vous avez La pris période conscience où- que l'échange digital, etc., allait permettre aux événements maintenant d'être beaucoup plus porteurs encore. Les gens vont se connaître déjà, auront eu du lien. Donc Je pense que ces événements, ces Zooms, ont permis de mieux se connaître. Donc maintenant que les gens se sont connus par Zoom, se connaître en réel, ils vont se voir. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qu'on va essayer de mettre en œuvre. Après, vous parlez des choses qui ont été mises en œuvre. On a vu, et je pense que c'était super important pour les équipes pendant cette période de confinement, les maisons qui ont décidé de mettre en place de la vente emportée ou des solutions comme ça, ont été tout de suite dans une bonne dynamique, boostées. Les équipes étaient présentes, en tout cas une partie. On a fait peut-être une activité qui n'était pas très rentable, mais on faisait le métier qu'on aime faire. On servait les communautés locales. On montrait aux gens qu'il y avait peut-être une autre porte d'entrée dans un relais château qui n'est pas nécessairement un restaurant étoilé. donc ou la vos nuit à membres l'hôtel. se sont engagés en fait pour Et faire des ces formats plus membres-là réduits. qui ont créé ça sont sortis plus rapidement de cette crise, je trouve. Et ils ont été très engagés par rapport à ça, et la sortie de confinement et la remise en route des maisons était plus facile. D'accord. Donc une épreuve très très difficile, mais on l'entend en fait, qui a permis de faire accélérer la créativité de l'hôtellerie qui finalement restait sur des acquis, parce que tant que les choses vont, on sait qu'il faut modifier un peu, mais on reste comme ça. Et là, c'était impératif. Donc finalement, vraiment la créativité très fortement accentuée. La Merci. crise a tout accéléré, et C'est la ça. créativité également. Mais on n'a qu'une envie, on est des hôteliers et des restaurateurs, c'est de pouvoir se retrouver entre nous, c'est de pouvoir trinquer autour d'une bonne table avec un bon verre. L'humain fait la partie majeure de notre métier, donc ça nous manque. Tout à fait, d'accord. Merci beaucoup, Anthony Torkington, Avec donc de plaisir. Relais et Merci à Château. vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Nathalie Guichard, merci Anthony Torkington. Je vous confirme, cher Anthony, nous aussi, on a très envie de nous retrouver dans vos hôtels, dans vos bars aussi. Vous savez, cette frustration, on la gère tous ensemble depuis des mois. On cherche des solutions et on les trouve ensemble. Mais le message important, c'est aussi de dire à tous les acteurs événementiel et porteur de solutions et porteur d'espoir. Je vous parlais d'une histoire très particulière. L'homme que l'on va rencontrer ensemble, votre prochain invité, c'est Santiago Lefebvre. Son rêve depuis des années, comme beaucoup d'entre nous peut-être, c'est changer le monde. Et à travers des solutions à impact environnemental et social positif, il a créé finalement le Change Now Summit. Vous connaissez peut-être ce Change Now Summit. C'est un événement un grand sommet mondial où l'on découvre ensemble des solutions très concrètes. L'événementiel peut apporter ces solutions concrètes. Il le fait à travers son événement. Il répond à Nathalie Guichard. Oui, je suis avec vous, Santiago Lefebvre. Alors, on parle de vos ambitions et justement, l'une de vos principales ambitions, c'est de faire de la France la Florence de la Renaissance. Je trouve que c'est quand même un drôle d'anachronisme quand on parle d'avenir, non ? Bonjour, oui, déjà bonjour. En effet, ça peut paraître anachronique et en même temps, lorsqu'on regarde l'histoire, on peut apprendre énormément sur le fonctionnement du monde. Et si on regarde ce qui s'est passé historiquement, dans les grandes inflexions de l'histoire, il y avait toujours des lieux qui cristallisaient les imaginaires à son époque. Par exemple, il y avait justement Florence pour la Renaissance. Pour la tech, il y avait la Silicon Valley, par exemple. C'est des moments, voilà, des endroits un peu comme ça, clés. Et nous, aujourd'hui, on est persuadés à travers Change Now, justement, qu'il y a besoin de renforcer toute cette dimension de l'impact environnemental et social, et que la France peut être cette Florence de la nouvelle renaissance écologique. D'accord. Alors, la première édition de Change Now, c'était en 2017. Elle réunissait 2000 participants. L'année suivante, 2018, vous aviez 6000 participants. Et en 2019, 28 000. Une croissance exponentielle comme ça, on en rêve forcément tous ici. Alors, à quoi ça tient ? Dites-nous. À quoi ça tient ? Alors, déjà, pour nous, ça a été une aventure extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a démarré une conviction forte qui était qu'il fallait rassembler l'ensemble de ces personnes qui agissaient un peu partout dans le monde pour améliorer la planète, tout simplement. On voyait émerger partout des personnes qui créaient des choses pour dépolluer les océans, pour développer une nouvelle énergie, pour aider les réfugiés. Et le constat de base
qui a mené à ça, c'est de se dire, aujourd'hui, dans tous les secteurs majeurs et un peu plus matures, il y a des grands rassemblements, comme par exemple le CES pour la tech, il y a le Bourget pour l'aéronautique, et il y a le Festival de Cannes pour le cinéma. Des événements comme ça n'existait pas encore pour ceux qui étaient en train d'améliorer la planète. Et donc on s'est dit, OK, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc je pense que la vision et la portée de ce qu'on avait est une des raisons pour lesquelles, avec le bon timing, puisqu'on est vraiment dans le moment où les enjeux sont clés, ont permis d'avoir cette évolution forte. On parle d'engagement. Alors vous avez réussi à fédérer des acteurs très différents rapidement autour de votre projet, allant de grandes entreprises à des associations, des innovateurs. Comment est-ce que... Alors, cette question de rassembler, déjà, il y a plusieurs choses qui nous ont aidés. La première, c'est qu'on avait une casquette neutre. On est venu dans ce secteur sans connaître personne dans le domaine écologique ou social, etc. On est vraiment venu avec une nouvelle casquette, avec juste cet esprit fédérateur. C'était la première chose. Et puis après, ce qui nous a beaucoup aidé, je pense, c'est aussi cette volonté d'ancrer ce qu'on faisait dans un storytelling qui allait parler aux gens. En fait, je pense que le storytelling est hyper clé dans tout événement. C'est-à-dire qu'il doit exister pour une raison et pour accomplir quelque chose, ou raconter une histoire du moins. Donner du sens. C'est ça. Et nous, par exemple, concret, c'est-à-dire qu'on a fait un passage, les 2 premières années, on les a faites à Station F, qui était un lieu déjà de 2000 m², ce qui était bien. Pour notre démarrage, c'était parfait, c'était le lieu idéal. 2000 m², il y a eu 2000 personnes, bien. Voilà, et puis 6000 toujours dans le même. Voilà. Mais après, le grand bond qu'on a fait pour le Grand Palais, c'est là où on s'est dit, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut convaincre un lieu aussi mythique que celui-ci alors qu'on était un bébé événement en fait. Et là, l'idée, c'est, on leur a raconté tout simplement l'histoire dans laquelle on s'inscrivait. Et ça, c'était de dire, voilà, il y a 150 ans, il y avait la révolution industrielle. Et pour accélérer la révolution industrielle, on avait créé une super vitrine pour montrer l'état de l'art de l'époque, qui étaient les expos universelles. Voilà. Et là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est une nouvelle révolution qui est environnementale et sociale. Et pareil, on veut montrer ce qui se fait de bien partout dans le monde et créer cette première expo universelle des innovations pour la planète et revenir sur les traces, donc sur l'histoire même du lieu. Intéressant ce grand respect pour l'histoire finalement, de montrer que chaque période, chaque crise, mais aussi chaque révolution ont permis donc des avancées et d'être dans les époques qu'on est actuellement et pour la suite. Donc c'est intéressant ce respect à l'avenir du passé pour parler de l'avenir, pour faire le lien avec cette première question que je vous posais. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me nourrit dans le fond, c'est de se dire le plus important, c'est un jour ou l'autre d'être au rendez-vous avec son histoire et avec l'histoire. Et donc, voilà, c'est toujours l'avenir s'écrit. C'est ça qu'on veut créer dans l'événementiel, c'est le rendez-vous des personnes avec leur temps, leur histoire. Parlez aujourd'hui d'une communauté Change Now et comment est-ce que vous prévoyez d'intensifier encore leur engagement pour 2021 ? Alors, la question de la communauté, c'est faite naturellement. C'est-à-dire que nous, on ne l'a pas créée au début. On ne s'est pas dit on veut créer la communauté Change Now. C'est finalement les exposants, les participants qui nous ont remonté le fait qu'ils avaient vraiment le sentiment d'avoir vécu quelque chose de fort et qui faisait un peu partie d'une promo. Et on s'est dit, OK, s'il y a ce sentiment de promo, il faut absolument qu'on en fasse quelque chose, qu'on continue à le nourrir. Et par exemple, cette année, voilà, ce côté promo va officiellement être marqué avec des stickers, des choses qu'ils pourront aussi afficher après, eux, dans tous leurs outils commerciaux sur leur site, etc. Et puis, on va également étendre notre événement, qui est un événement qui s'est toujours fait en physique, en format mixte, pour justement permettre à ceux qui sont déjà venus de pouvoir contribuer encore à l'événement et peut-être revenir l'année suivante en physique, mais voilà, de contribuer même pour les personnes qui ne peuvent pas forcément être là. Très bien, engager, mais surtout nourrir l'engagement par la suite. 3 ans après, Change Now c'est considéré comme le plus grand rassemblement mondial des innovations pour la planète. Qu'est-ce qui vous permettrait d'aller encore plus loin ou qu'est-ce qui vous bloque actuellement? Dites-nous en fait votre rêve pour aller plus loin encore. Alors, aller plus loin, on a énormément d'idées. On a déjà ce qu'il faut d'un point de vue action, développement, idées. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est avant tout de rassembler des gens autour de 3 valeurs qui sont l'action, l'espoir, l'humanité. Donc, sur ce champ-là, il y a énormément de choses à faire. Maintenant, ce qui va nous bloquer, c'est justement le temps de l'accomplir et les ressources. Voilà, donc, de trouver Quelles seraient les solutions? Est-ce qu'on peut solutionner le temps, les ressources?
Alors, il y a une question d'organisation, il y a une question de fédérer encore plus d'acteurs et de rassembler des partenaires qui viendraient soutenir en temps et en ressources nos projets. L'appel est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention et d'avoir été avec nous pour parler de Change Now. Merci encore. Je repasse la Merci parole beaucoup. à Nicolas. Merci Nathalie et Santiago de nous avoir accompagnés dans ce joli moment d'échange. On vient de passer presque 1 heure ensemble dans cette séquence E-Live à parler d'engagement avec tous les acteurs de l'engagement, mais aussi du changement, on l'a vu. Je vous ai vu très attentifs, messieurs, depuis tout à l'heure. Stéphane Abitbol et Michel Rivet, vous êtes tous les deux administrateurs de l'événement. On est ravis, évidemment, nous accueillir avec vos équipes ici. Je vous ai vu donc très attentif à tout ce qui se disait parce que évidemment ça vous concerne, ça concerne vos équipes, ça concerne tout notre secteur pour demain. Qu'est-ce que vous avez retenu l'un et l'autre? Stéphane, peut-être, on a parlé notamment d'engagement interne. Alors oui, beaucoup d'engagement interne. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on a un plateau très prestigieux, un plateau qui est assez représentatif de l'entreprise d'aujourd'hui, qui est diverse. Et je suis très content de les entendre dire qu'aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de toucher leur public, interne ou externe, mais ils ont vraiment besoin et qu'ils ont besoin de l'événementiel, un média qui fonctionne et qui est au cœur de nos préoccupations à tous, agences comme annonceurs, et surtout d'entendre qu'on retourne vers beaucoup de sens, quoi. Donc, avec de la raison d'être, on a entendu beaucoup parler de raison d'être, de projets RSE, de projets d'entreprise, pour créer ce sens qui va être très important pour eux, pour créer du lien, de l'engagement auprès de leurs collaborateurs. Et c'est là-dessus que notre travail, nos agences, l'essence même de nos agences de créer des événements, va être indispensable. Tout à l'heure, j'entendais le maire de Cannes qui nous disait il n'y a rien de mieux que la rencontre pour créer de la motivation. Oui, et ça sera l'événement qui sera au cœur de cet engagement pour les publics, surtout internes, parce que moi je travaille beaucoup sur la partie interne, et de pouvoir créer, de transmettre ce sens auprès des collaborateurs, et donc de pouvoir redémarrer. Et que les entreprises se souviennent que l'événementiel, ce n'est pas une dépense, mais c'est un investissement, et notamment pour les collaborateurs, et notamment pour plus de sens, pour plus d'engagement. Michel Rivet, je t'ai vu aussi évidemment attentif à tout ça. On parlait d'engagement grand public aussi. Oui, bon, je pense que tout a été dit, donc on ne va pas délayer le propos. Moi, je pense que ce qui était assez remarquable sur le plateau, c'était de voir que, et ce qui est encourageant, alors évidemment, c'est d'entendre les intervenants dire qu'ils ont envie de retrouver des moments de rencontre et donc de remettre en scène l'événement. Donc, toute cette psychose sur le fait que l'événementiel physique pourrait disparaître ou serait appelé à disparaître parce que le digital le remplace. Je pense que tout ce qu'on a entendu toute la journée fait qu'à un moment donné, c'est peut-être une contre-vérité. Il y aura un mix, évidemment, mais je pense que ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que finalement, dans ce qu'on a entendu sur ce plateau, c'est que tous ces intervenants avec des métiers très différents et des champs d'action très différents ont mis l'événement au cœur de leur stratégie de communication. Et en fait, c'est ça qui est hyper rassurant pour nous. Ils sont et ils seront nos clients de demain, mais que finalement, ils n'abandonnent rien malgré le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Et c'est bien de se le rappeler ici. Merci infiniment à tous les deux et à toutes les équipes de l'événement, à ceux que vous représentez. On peut vous applaudir et s'applaudir finalement parce que c'est aussi grâce à vous, mais aussi aux équipes d'Event Meetings que l'on est là tous ensemble. Pour conclure cette journée, pendant que je vous laisse quitter le plateau tous les deux, pour conclure cette journée, en particulier qu'on avait envie de vous offrir, mais de s'offrir aussi. On est là aussi pour se faire plaisir entre nous. L'événement, ce sont des moments d'évasion que l'on a ensemble et des moments d'échange culturel. Je voudrais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas cette super start-up, l'équipe de Sonorium. C'est une start-up au sein du French Event Booster, pour ceux qui connaissent ce magnifique incubateur. On a été pendant cette période déstabilisé, challengé, en perte de vitesse. Beaucoup d'artistes l'ont été aussi et se sont retrouvés dans des situations parfois très compliquées. Comment est-ce qu'ils ont réagi, ces artistes, et comment est-ce qu'ils ont réussi à se réinventer, à réengager leur public suivent, et quel rôle a eu le live dans leur relance? C'est une question quotidienne évidemment. Mélanie Ariès, qui est cofondatrice de Sonorium, va vous parler du cas très particulier d'un groupe que vous connaissez bien. Je ne vous dévoile pas son nom ici, elle va vous le dire dans un instant. Profitez juste de ce moment pour prendre du recul et surtout pour laisser vos pensées cheminer. Accueillez-la s'il vous plaît. Merci. Ils sont deux Parisiens, casqués et mystérieux, qui ont marqué l'histoire de la musique électronique.
Si leurs premiers albums les ont fait connaître dans le monde entier, c'est au moment de la sortie du 3e que leur carrière a été menacée. Retour sur le tournant de Daft Punk. Comment un concert les a fait entrer dans la légende alors qu'ils étaient en perte de vitesse? Ou comment l'événementiel a relancé leur carrière? Nous sommes en 2005. Les Daft Punk viennent de sortir leur 3e album, Human After All, qui reçoit des critiques négatives. Plus expérimental, il déçoit les fans du groupe, qui voient alors la fin de la carrière du groupe qui avait enflammé les dance floors depuis près de 10 ans. Alors, que faire? Comment rebondir? Le groupe prend le temps de se concerter, de réfléchir à la stratégie à adopter et finalement se tourne vers le live. Mais pas n'importe quel live. Ils choisissent le très select festival américain Coachella pour faire leur retour sur scène. Alors qu'ils avaient toujours refusé les invitations du festival, c'est à ce moment-là, le moment précis où ils sont au creux de la vague, qu'ils acceptent enfin. Pour cette première, ils travaillent d'arrache-pied dans le plus grand secret. La magie est au rendez-vous. Le 29 avril 2006, 40 000 personnes assistent à un show sans précédent. Perché en haut d'une impressionnante pyramide de LED, le duo sort un set mémorable, mixant anciens et nouveaux morceaux, qui fait l'unanimité. Jamais un tel niveau de production n'avait été atteint. Petit témoignage de Pedro Winter, leur manager de l'époque. Quand nous avons sorti Human After All, j'ai eu beaucoup de mauvais retours. Ensuite, ils sont arrivés avec le spectacle de lumière et tout le monde sait tout. Le live a tout changé. Même si j'en fais partie, j'aime prendre du recul et l'admirer. Moi, j'ai pleuré. Avec ce live, les Daft Punk ont bouleversé les codes du concert électro et considérablement marqué la nouvelle génération d'artistes. Par la suite, on les verra rarement sur scène, mais à chaque fois, ceux qui y seront s'en souviendront. Nous aurons certainement moins d'occasions de nous retrouver ces prochains mois. Alors tous ensemble, mettons le paquet et faisons en sorte que chaque événement soit inoubliable. Et ce soir, déjà, vibrons ensemble et laissons-nous porter par la performance des Daft Punk, filmée ici par 250 caméras distribuées dans le public. Voici Harder, Better, Faster, Stronger. J'ai l'impression que ça vous démangeait, j'espère chez vous, en tout cas ici ça nous démangeait de nous déhancher parce que finalement ça fait 6 mois qu'on attend juste ça et qu'on danse tous comme des couillons dans notre salon tout seul évidemment. Merci les Daft Punk, merci Mélanie Ariès bien sûr et l'équipe de Sonorium de nous avoir proposé ce regard si particulier, de le proposer aussi dans vos événements. C'est la fin de cette première journée de live avec nos super invités, avec le Before aussi, les rencontres que l'on a pu faire sur le salon Event Meetings. On va se retrouver demain. Nathalie Guichard, Vincent Dumont. D'abord, est-ce que vous avez passé une belle journée et qu'est-ce qui nous attend demain surtout? Alors, moi, j'ai passé une super journée. Vraiment, je suis ravie de retrouver... Ça nous arrange. Mais c'est vrai. Après, je ne sais pas si ça se voit, mais je pense que je suis assez expressive pour qu'on sente que c'est vrai. Ouais. Mais une super journée. J'ai revu beaucoup de personnes et ça fait du bien. Et demain, je suis ravie, on parlera business notamment. Exactement. Pour l'ouverture de notre matinée à 9h demain matin. Ouais. Connectez-vous sur les réseaux, connectez-vous sur notre site. Évidemment, à partir de 9h, on parlera de business. Vincent, ta journée demain? Ma journée est super, mais il y avait plein de raisons pour qu'elle soit super. Mais vraiment un très beau moment. Et demain, on parlera aussi innovation. Je vous conseille vraiment de venir fin de matinée avec un plateau assez étonnant parce que de gens qui viennent pas forcément de l'univers de l'événement, mais qui ont beaucoup de choses intéressantes. Et pour parler d'innovation, j'ai besoin aussi que vous puissiez nous nourrir de vos questions, de vos remarques, évidemment, de vos interpellations, parce qu'on est un milieu de gens qui innovent, on a besoin aussi de vos témoignages là-dessus, et j'aurai besoin de vous demain pour construire en live l'interview de tous nos invités. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux tout au long de cet après-midi. Merci d'avoir été nombreux ici, merci d'avoir été nombreux en direct sur le digital, et ravi de vous retrouver. On se retrouve à partir de demain matin, 9h. On compte sur vous. D'ici là, passez une belle soirée, et surtout, ne soyez pas sages, ça ne sert à rien. À demain, bonne soirée. À demain, bonne soirée. Beaucoup. Ciao. Bonsoir.
to get lucky.